Bonjour à tous, bienvenue dans les webinaires du cabinet CBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, je vous parle de la transmission de patrimoine et comment optimiser sa succession. Alors, on a déjà parlé de donation. La succession, c'est par définition le stade ultime. C'est l'élément où vous allez normalement transmettre à minima les éléments, le patrimoine qui vous reste juste avant votre décès. Et l'idée, ça va être pour vous souvent d'assurer la pérennité des biens, la propriété des biens. On va voir qu'on a plusieurs manières d'organiser la succession, l'objectif étant de réduire les droits de mutation. Je rappelle qu'on se trouve en France avec des droits de mutation parmi les plus importants des pays de l'OCDE, puisque on va voir le barème progressif qui monte relativement vite. Donc, on va aborder le cadre fiscal de la transmission, les stratégies, les mécanismes, et on va aussi regarder la transmission au regard du régime matrimonial avant de conclure sur la notion de l'abus de droit. Alors, ce qui est important de comprendre en matière de succession, c'est que au jour du décès, on va regarder les éléments d'actifs et passifs de la personne qui est décédée. Alors, c'est aussi bien les comptes bancaires, aussi bien des dettes, comme les dettes liées à la copropriété, à l'impôt sur le revenu en cours ou à des remboursements qui auraient dû être effectués par la personne. On va prendre des chiffres plutôt précis et puis on va voir souvent ou même des évaluations. Par définition, on regarde de biens immobiliers ou de biens meubles comme les parts de société. Alors, il y a un certain nombre de règles à respecter et déjà, dans le cadre de l'évaluation, on va pouvoir commencer à diminuer la valeur du bien. Par exemple, un bien loué, occupé, même s'il reste 6 mois d'occupation au regard du bail, on va avoir un abattement de 20%. On peut avoir au niveau des titres, si on a une participation minoritaire, on peut avoir un abattement. On peut aussi avoir un abattement pour non-liquidité de titres. On va bien distinguer, par exemple, la propriété de titres en bourse comme Renault ou Stellantis de la propriété d'une société d'exploitation familiale où personne n'est obligatoirement acquéreur. Et puis, on va arriver sur un chiffre. Ce chiffre va donner lieu au paiement des droits de donation. Alors, je vous ai mis les éléments concernant les donations en ligne directe, puisque c'est généralement le cadre que l'on trouve. On monte jusqu'à 45%, et puis on a un abattement de 100 000 euros. Et puis après, on va avoir des abattements et des fonctionnements différents en fonction des liens de parenté. Entre frères et sœurs, par exemple, on a 15 932 euros d'abattement. Il faut savoir que on passe après tout de suite directement à un taux de 35% et au-dessus de 24 000 euros, on va même passer à 45%. Entre neveux nièces, 7 967 euros et les autres héritiers, 1 594 euros, sachant que les tiers, eux, sont taxés à un taux de 60%. Il faut rappeler que le barème de donation et succession sont les mêmes. C'est pour ça que volontairement, on indique ce mécanisme-là. Il y a une identité entre les deux barèmes. Et puis, on a au niveau des abattements, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va en parler un peu plus tard, au niveau du conjoint survivant ou dans le cadre du PACS, une exonération totale de droits de succession. Alors, ça date de l'époque de Nicolas Sarkozy et ça rend quand même grandement service lors de successions, notamment pour éviter de mettre en danger le conjoint survivant bien souvent. Sur la stratégie de transmission anticipée, on va voir la donation. Mais avant de parler de ça, je voudrais bien expliquer que une succession, c'est quoi? C'est effectivement des droits à payer, mais aussi, et c'est surtout du droit civil, une répartition, le respect de la loi française.
Alors, si vous n'êtes pas résident fiscaux français, vous pouvez avoir l'application d'un droit différent au niveau matrimonial. Pour autant, fiscalement, vous rentrerez dans le mécanisme que je viens de détailler. Donc, il faut bien comprendre que la déclaration de succession, même si pour beaucoup de personnes, c'est l'accumulation de chiffres et puis un montant à payer après à l'administration fiscale, c'est aussi des options qui ont été prises vis-à-vis du régime matrimonial choisi par la personne qui décède, sa situation matrimoniale au moment où elle décède, et éventuellement du testament qu'elle a décidé de rédiger avant son décès. Premier élément sur la donation, parce que là, alors la donation, c'est l'élément vraiment basique. On a d'abord la donation en pleine propriété. Alors souvent, on dit oui, mais ça ne sert à rien parce que les droits que je paye aujourd'hui, mes enfants auraient payé les mêmes. Oui, mais je rappelle que la prise en charge de droits de donation par le donateur, donc celui qui donne, ne constitue pas un avantage fiscal pour celui qui reçoit. Donc, et plus vous donnez tôt, plus vous allez caler une valeur qui, a priori, serait plus faible que celle au décès 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans plus tard. Donc, il n'est pas ridicule de parler de donation en pleine propriété, surtout qu'au regard de l'impôt sur la fortune, si on veut actionner et avoir un effet sur l'impôt sur la fortune, lorsque on donne en pleine propriété, on transfère la propriété et donc on se retire pour les biens immobiliers le fait d'inclure ces biens dans le calcul de l'impôt sur la fortune. On a un abattement renouvelable tous les 15 ans, ça veut dire qu'on va repartir du barème à zéro avec un abattement de 100 000 euros. Ce qui est plus classique, c'est de voir une donation avec réserve d'usufruit. Alors, la propriété va être coupée entre l'usus et le fructus, et la nue propriété permet juste à la personne de détenir la propriété d'un bien sans en avoir les fruits. Et donc, la personne, au décès, va devenir propriétaire en pleine propriété puisque l'usufruit va rejoindre la nue propriété. L'avantage pour le donateur, c'est qu'on va baisser la valeur de la donation en fonction de son âge. Alors, quand on regarde le tableau qui est à l'écran, si on considère que vous avez entre 61 ans et 70 ans, vous allez avoir une valeur de nue propriété de 60%. Donc, vous allez faire une économie de 40%. Quand on a dans un couple deux personnes, on va regarder l'âge de chacun et on peut avoir en matière de donation des mécanismes différents. Donc, encore une fois, la donation en pleine propriété ou avec réserve d'usufruit, c'est vraiment l'élément basique pour organiser une succession et réduire la masse et la base imposable. On a un autre outil intéressant qui est souvent d'ailleurs mal utilisé, c'est l'assurance vie. Généralement, on retient l'assurance vie parce qu'on dit que toutes les sommes mises avant 70 ans, elles ne rentrent pas dans la succession. Et donc, c'est un double avantage, hein. On va ouvrir un deuxième silo pour le calcul de droit et donc pas additionner des choses pour monter dans une succession à 45%. De surcroît, on va avoir des exonérations, 152 500 euros, et puis une taxation dans un premier temps à 20, puis après à 31,25%. L'intérêt, c'est que les bénéficiaires, on peut en changer, on va dire, quand on veut. Ils peuvent être multiples, on peut mettre de l'usufruit, de la nue propriété, on peut, plus on vieillit, diminuer la part du conjoint, parce que généralement, à 50 ans, on met comme bénéficiaire son conjoint. À 70, 75, 80, 85, on va de plus en plus mettre ses enfants et diminuer la part du conjoint survivant
en analysant aussi le patrimoine qui va lui rester. Mais c'est aussi un outil de transmission, d'optimisation, notamment regarder plus-value lorsque vous mettez des sommes après 70 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut rentrer. Le pacte Dutreil concerne la détention d'entreprises et on a une exonération de 75% sous certaines conditions de conservation des titres. On va avoir un engagement collectif de conservation de 2 ans, suffit d'un engagement individuel de 4 ans. Et puis, on a tout ce qui va concerner le démembrement de propriété, alors c'est principalement de l'immobilier, et les SCI. On peut structurer son patrimoine afin de l'optimiser, notamment en démembrant des titres et en utilisant la SCI parce que vous n'allez plus avoir 5%, 10% d'un bien, donc une indivision, mais des parts sociales que vous allez pouvoir donner, céder, selon plusieurs mécanismes. Et quand on va mettre bout à bout euh, les mécanismes entre la donation, l'assurance vie, le démembrement et des SCI, on va pouvoir avoir des optimisations relativement intéressantes. Quand je dis relativement intéressantes, c'est que par habitude, alors chaque patrimoine est différent parce qu'il faut tenir compte du nombre d'enfants qui vont bénéficier d'une succession. Effectivement, lorsqu'on a un seul enfant, l'opération est quand même beaucoup plus compliquée, mais en pratique, hein, il faut toujours faire des calculs. Nous, on le voit, puisqu'à chaque fois qu'on intervient, on fait un calcul de base. C'est-à-dire, combien aujourd'hui vous auriez à payer de droits de succession si vous ne faites rien, vous restez en l'état, et puis en fonction des différentes opérations, comment vous allez pouvoir évoluer. Alors souvent, on peut gagner un tiers, voire 40% de réduction de droits, à l'exception du pacte Dutreil, où là, on a des effets nettement plus importants. Donc, c'est pas neutre. Après, pour pouvoir optimiser, il y a quand même un principe de base, il faut quand même avoir un minimum de liquidité pour créer du flux. L'autre élément important, c'est l'optimisation successorale via le mariage, le PACS et le changement de régime matrimonial. Alors pourquoi le mariage et le PACS? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le cadre du mariage, il n'y a pas de droit de succession entre époux. Donc généralement, on va avoir des personnes qui sont en concubinage depuis des années, qui vont se marier pour pouvoir se protéger, pouvoir hériter l'un l'autre ou faire bénéficier des enfants du patrimoine de l'autre. Donc le pacte, le mariage, ça fonctionne beaucoup sur ça. Et puis on a aussi le changement de régime matrimonial. Si vous êtes en séparation et que tous les biens vous appartiennent, vous aurez par définition qu'une seule qu'un seul calcul de plafond de droit. Par contre, si vous êtes sous le régime de la communauté, vous allez vous trouver avec deux plafonds et toutes les sommes vont être divisées par deux. En plus, on part du principe que vous les avez acquis au cours du mariage et donc ça appartient vraiment aux deux personnes. Et là, donc, vous allez pouvoir avoir deux calculs et donc une diminution de droits nettement plus intéressante. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. On est en France sur des mécanismes d'imposition relativement compliqués et élevés. Donc, il va falloir essayer d'utiliser plusieurs mécanismes à la fois. Alors, je vous dis ça, mais attention, et c'est pour ça qu'il faut toujours être conseillé en la matière, c'est le risque de l'abus de droit. Alors, risque de l'abus de droit ou du redressement fiscal. Je vous ai volontairement pris des éléments très différents issus de la jurisprudence hein, pour comprendre tout ce qu'il ne faut pas faire et plutôt ce qu'il faut faire ou comment il faut réfléchir. Première chose, la donation déguisée. L'administration a requalifié des donations déguisées
en avance consentie par le défunt et ces sommes ont été réintégrées dans l'actif de la succession et ont donné lieu à un redressement fiscal et donc au paiement de droits de mutation à titre gratuit. Alors, c'est un grand classique, hein, on va dire, le compte bancaire de la personne qui s'est vidé 18, 12 mois, 6 mois ou même quelques jours avant le décès. L'administration peut obtenir facilement les relevés bancaires et voir qu'il y a eu, on a vidé les comptes. Et donc, dans ce cas-là, là, on est vraiment sur une fraude hyper basique, mais hyper maladroite, parce que il faut partir d'un principe essentiel. Les successions sont quasiment toutes vérifiées. Pourquoi? Parce que vous avez des taux tellement élevés, même si vous êtes à 20%, l'inspecteur qui vient contester une valeur de 10 000 euros va vous redresser 2 000 euros. Donc, l'administration n'hésite pas et regarde. Alors, classiquement, de plus en plus, ça se fait dans les 12 à 18 mois, grand maximum, qui suivent le dépôt de la déclaration de succession. Et soit on va vous notifier un redressement directement, ce qui est plutôt rare parce qu'il faut que l'administration ait vraiment tous les éléments, soit l'administration va vous poser des questions. Et en fonction des réponses que vous allez fournir, ça va lui permettre ou non de redresser la personne. Donc, on a vu la donation déguisée, on a aussi la fictivité des contrats d'assurance vie, un contribuable qui avait souscrit un contrat avec des primes très exagérées au regard de son patrimoine, et l'administration a considéré qu'il s'agissait d'une donation déguisée et on a réintégré ça dans l'actif successoral. Donc, quand on a une prime qui est exagérée, l'administration peut effectivement revenir à la situation antérieure. Autre élément, contribuable qui avait transmis des parts sociales à des enfants en minorant la valeur réelle, euh, et l'administration a requalifié l'opération en donation indirecte et appliqué des pénalités. Ça se voit, ça se récupère soit après la donation, soit au moment de la succession. Là aussi, ça fait partie des éléments dont je vous ai parlé au début. Il y a un certain nombre d'abattements. Alors, auprès, on peut aimer prendre des risques, mais le grand basique de l'administration, c'est écrire et vous demander comment vous avez évalué la valeur de telle ou telle société. Donc, dites-vous que ça fait partie des motifs de redressement plutôt classiques. Autre élément, la réintégration des comptes bancaires étrangers qui n'ont pas été déclarés dans la succession. Alors là, c'est même un peu plus compliqué. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vient voir pour des comptes bancaires, la régularisation de comptes bancaires ou de situations à l'étranger qui ne sont pas déclarées, je leur dis, il faut mieux le faire en invoquant votre droit à l'erreur et le fait que vous ne saviez pas, plutôt qu'attendre dans le cadre d'une succession parce que c'est vos enfants qui vont avoir à récupérer la patate chaude et à donner des explications dont souvent ils ont même pas le début d'un élément. Dernière chose, le démembrement de propriété. Donc, un contribuable avait transmis la nue propriété d'un bien à ses enfants tout en conservant l'usufruit et l'administration a démontré facilement, parce qu'il faut toujours expliquer ou pouvoir expliquer pourquoi on réalise une opération, que ça concernait uniquement une minoration des droits de succession. Alors pourquoi j'ai voulu insister sur l'aspect contentieux? Parce qu'en réalité, beaucoup de mécanismes vont s'enchaîner dans ce qu'on a vu et puis d'autres, par exemple comme les cessions. Et tout ça n'a rien d'illégal, mais si vous réalisez beaucoup d'opérations sur 3 mois, cela va souvent caractériser un abus de droit fiscal. Je vous rappelle qu'il peut aller jusqu'à 80% de pénalité. Alors que si vous prenez votre temps et vous découpez les opérations dans le temps, il ne pourra pas avoir une remise en cause par l'administration fiscale.
Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut que vous reteniez au regard de droits qui sont importants en matière de succession, on a un certain nombre de mécanismes, aussi bien au niveau de l'évaluation des biens que sur euh, la typologie d'opérations à réaliser. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en la matière, mais moi j'ai un de mes clients qui euh, a fait racheter ses titres par une société où ses enfants étaient, et ils ont fait une réduction de capital. Alors, on a réussi à démontrer que cette réduction de capital, elle avait un intérêt économique. C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête et pas vous dire, ah, je verrai si l'administration vient. C'est au moment où vous faites le montage, voir avec votre conseil comment et quelles sont les explications que vous allez pouvoir donner. Donc, n'attendez pas d'être en face de l'administration parce que c'est souvent là le le plus compliqué. Voilà sur le sujet, je vais juste répondre à une question parce que on me dit quel est le professionnel qu'il faut mieux consulter, l'avocat, le notaire. Alors, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais si vous voulez, c'est la même chose en matière de fiscalité des sociétés. Le premier réflexe de l'entreprise, de l'entrepreneur, c'est d'aller voir son expert comptable. Le premier réflexe dans une succession, c'est d'aller voir le notaire. Sauf que le notaire, c'est quelqu'un qui connaît le droit, mais qui ne connaît pas obligatoirement tous les mécanismes de la fiscalité. Et quel que soit votre patrimoine, la situation sera toujours différente. Moi, j'ai des clients qui sont entièrement en immobilier, d'autres qui sont entièrement en patrimoine professionnel. On peut avoir un déséquilibre entre les personnes, entre les deux conjoints. Et ce qu'il faut regarder aussi, il faut savoir prendre du recul sur la matière en se disant, est-ce que vous devez pour autant régler tous les éléments de votre succession et vous appauvrir et ne plus avoir les moyens au regard d'une durée de vie qui augmente et qui est plutôt longue aujourd'hui, de se dire, tiens, j'ai tout donné, mais comment je fais pour vivre? Effectivement, moi, j'ai typiquement un ou deux rendez-vous par an hein, où des personnes viennent et me disent, voilà, on m'a fait tout donner et maintenant, j'ai plus rien, on veut rien me rendre. Donc, oui, la fiscalité, c'est bien, mais c'est aussi un grand danger quand on pense que fiscalité. Donc, normalement, il faut être clair, hein, la première personne à aller voir, c'est un fiscaliste. Et par exemple, moi, lors du premier rendez-vous, la question que je pose, c'est toujours quel est votre notaire de famille? Puisqu'en fonction des actes, moi, j'aime bien en parler aussi avec le notaire de famille ou avec l'expert comptable, des fois, qui est concerné parce qu'on peut avoir des sujets qui vont avoir des incidences sur plusieurs personnes. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire.